Voilà, bonsoir à toutes et tous, bonsoir à tout le monde. Donc vous pouvez ouvrir le chat si vous voulez poser des questions, hein, comme ça je peux les voir. Et donc je vous fais une présentation un peu des phobies, et plus particulièrement des phobies des insectes en l'occurrence, mais c'était une thématique parmi d'autres. Donc merci d'être là pour cette conférence. Euh, Peut-être démarrer déjà par qu'est-ce qu'une phobie? C'est peut-être le premier élément. Donc, une phobie, c'est un trouble anxieux. Donc, c'est caractérisé par une peur intense, irrationnelle d'un objet, d'une situation ou d'une activité spécifique, mais ça peut être aussi d'un être vivant, par exemple. En général, les phobies, on estime que ça fait partie de mécanismes de protection, de mécanismes de défense, qui vont chercher à nous protéger ou à éviter un danger ou un type de situation où on se sentirait en danger. Donc, les personnes qui souffrent de phobie ressentent une sorte d'anxiété extrême lorsqu'elles sont confrontées à leur objet de peur, hein, et même si celui-ci ne présente pas de réel danger. D'accord? Donc, ça veut dire que ça peut être complètement irrationnel. Voilà, et donc c'est très compliqué à gérer au niveau de l'esprit, hein. Donc merci Safa et bonsoir à toi aussi. Donc ça peut être très compliqué pour l'esprit d'essayer de maîtriser ça parce que ça relève aussi d'une réaction vraiment épidermique qui va faire que on va basculer vers un système de défense, et ce système de défense, c'est éviter des situations en lien avec l'objet phobique, donc l'objet qui déclenche chez nous une peur irrationnelle. Donc ça veut dire que les phobies peuvent interférer de manière significative avec la vie quotidienne de la personne et limiter ses activités ou même déclencher, modifier des comportements pour éviter justement des situations où il serait confronté à l'objet phobique. Par exemple, la phobie des ascenseurs, la personne doit prendre des escaliers, s'il n'y a pas d'escalier, il ne rentrera pas dans le bâtiment ou évitera de monter, ou il va chercher à trouver des excuses pour ne pas prendre l'ascenseur, par exemple, etc. Donc il existe différents types de phobies, y compris les phobies spécifiques, comme la peur des araignées, des hauteurs ou des espaces clos. Alors il y a une particularité, c'est que lorsqu'une phobie touche un animal, donc quelque chose qui est vivant, il faudra tenir compte de tous les aspects de la phobie, c'est-à-dire de cet animal vivant, ici par exemple l'insecte, puisque c'est de cela dont on voulait parler, mais l'insecte dans toutes ses postures, dans toutes ses positions. Donc ça veut dire qu'il soit à l'arrêt, qu'il soit en train de bouger, qu'il descende de son fil, qu'il soit sur une toile, donc qui fasse du bruit, etc. Tous les éléments qui vont caractériser la vie de cet animal, en l'occurrence ici l'insecte, vont être des actions, comment dire, pardon, vont être des axes sur lesquels il faudra travailler, il faudra aller les vérifier, parce que c'est pas uniquement quand il est à l'arrêt ou en mouvement, ça peut être tous les cas de figure qui se présentent, qui peuvent déclencher une réponse de survie et donc déclencher la peur de l'objet phobique en l'occurrence. Donc voilà, donc il y a donc des phobies particulières, spécifiques, il y a des phobies sociales, hein, comme la peur des situations sociales ou de l'humiliation en public, etc. L'agoraphobie, peur de situations où l'évasion pourrait être difficile ou embarrassante. Par exemple, je me rappelle d'un patient qui avait une phobie des tunnels, une phobie des carwash, parce que s'il était dans sa voiture dans le carwash et qu'il ne pouvait pas sortir, c'était insupportable. Et par exemple, quand on a fait un travail sur cette phobie particulière, eh bien, il restait très calme quand il était accompagné, c'était qu'il était seul dans la voiture. Donc j'ai fait l'expérience avec lui plusieurs fois. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée d'appuyer sur son épaule quand il était dans la voiture, dans le carwash lui-même. Et là, ça a déclenché un stress instantané. En gros, il avait vécu un accident de voiture dont il n'avait plus le souvenir. Et l'accident de voiture est remonté quand j'ai pressé sur son épaule, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Il avait senti une pression contre son épaule parce que la voiture avait été enfoncée. Et donc, il s'est senti bloqué, coincé dans son véhicule, ce qui avait déclenché donc une phobie de la voiture dans des situations où il ne pouvait pas sortir aisément du véhicule, puisque il y avait une peur de mourir évidemment derrière tout ça,
et la peur d'être coincé. Donc parfois, on doit rechercher les racines, on va dire, événementielles qui peuvent être à l'origine de l'impression d'une phobie, en sachant que parfois on n'a pas accès à l'origine, parce que ça peut aussi être des transmissions transgénérationnelles. Si on a un ancêtre qui a échappé à une situation particulière, il peut avoir transmis des phobies à ses descendants, parce que ces phobies ont pour vocation d'éviter des situations dangereuses ou d'essayer de nous protéger de situations dangereuses. Et donc, on sait maintenant par l'épigénétique, la transmission à travers les gènes de mémoire transgénérationnelle, que certains de nos gènes peuvent répondre plus vite à un certain type de stress, de façon à mieux nous préparer à survivre à ce type de stress et à ce type de situation et d'événements. Donc ce n'est pas négatif nécessairement, mais c'est évidemment en surréaction à la réalité. Donc une phobie peut déclencher une crise de panique aiguë parce qu'on ne maîtrise plus, c'est vraiment le corps qui prend les commandes et qui dit que nous sommes en danger et qui va chercher à fuir l'objet phobique. Et donc fuir, ça veut dire vraiment sans courir. Et parfois sans réfléchir, évidemment. J'ai déjà vu des patients qui venaient me voir parce qu'ils pouvaient traverser une route pleine de voitures et de camions, simplement parce qu'ils avaient vu une guêpe, par exemple, ils étaient pris d'une peur complètement ingérable, et ils s'en couraient. Hein, c'est vraiment fight, flight, freeze. Fight, je combats, je lutte. Flight, je fuis. Et quand je peux ni attaquer ni fuir, hein, freeze, je me fige. Donc ça veut dire que ces phobies peuvent être euh, déclenchées par des expériences traumatisantes passées, des facteurs génétiques ou épigénétiques en l'occurrence, des déséquilibres chimiques, hein, biochimiques, dans le cerveau ou des schémas de pensée négatifs. Donc parfois, si simplement mon système endocrinien ne fonctionne pas correctement, ça pourrait déclencher des peurs irrationnelles qui vont déclencher évidemment des réactions. On peut penser par exemple à la phase des peurs nocturnes du bébé hein, dans le développement de l'enfant, qui ne sont pas contrôlées parce qu'il y a le noir et donc on ne maîtrise pas l'environnement et ça peut provoquer donc des peurs intenses. Donc le traitement des phobies peut inclure aussi par exemple la thérapie cognitivo-comportementale hein, qui va travailler par exposition par exemple, mais on peut le travailler en hypnose, on peut le travailler en tapping avec stimulation de points d'acupression comme en EFT clinique, en RIMAP par exemple, ou d'autres approches qui vont travailler beaucoup sur la gestion du stress, notamment toutes les approches psychocorporelles ou qu'on appelle aussi les approches somatocognitives, dont font partie justement la psychologie énergétique, le tapping, les points RIMAP, le shaking, etc. Euh, voilà, donc le traitement des phobies donc, peut inclure ce type de thérapie, des thérapies d'exposition, de la médication aussi hein, pour diminuer le stress, et d'autres approches thérapeutiques qui vont viser à aider la personne à surmonter sa peur et à reprendre le contrôle de sa vie. Alors attention, dans le cadre des recherches en cognitivo-comportemental, sur les phobies en tant que telles, on estime qu'il faut de nombreux mois d'exposition avant que ça ne fonctionne, et certaines études, certaines recherches, dont je n'ai pas les références comme ça sous la main, mais ont démontré qu'on était à peine au-dessus du placebo, donc il y a une efficacité, mais qui est quand même moindre. Actuellement, dans les thérapies cognitivo-comportementales de troisième vague, dont font partie le MDR, le tapping, etc., voilà, on peut trouver de meilleurs résultats par rapport à l'exposition ou simplement par rapport à la désactivation, la désensibilisation d'épisodes traumatiques qui pourraient être en lien avec cette peur. Donc, il est important de consulter un professionnel, bien entendu, de la santé mentale si vous pensez souffrir d'une phobie. Pourquoi? Mais pas simplement parce qu'il faut aller effectivement via l'anamnèse, via l'histoire de vie de la personne, hein, on peut pouvoir essayer de trouver s'il y a des origines précises, événementielles. Dans ce cas-là, on va désactiver le souvenir, hein, ce qu'on appelle le trauma. On va le désactiver et normalement ça accélère le processus de guérison. Donc ça va permettre de trouver un traitement approprié et ça peut nous aider à mieux gérer les symptômes et puis à digérer ce qui se cache derrière les symptômes pour éviter un déplacement de symptômes hein, et passer d'une phobie à une addiction ou un comportement excessif. Donc tous ces éléments sont importants pour bien comprendre que on doit toujours chercher l'origine de la phobie. Parfois ça n'a rien à voir avec l'objet phobique en lui-même, ça peut être une conséquence
simplement d'une blessure. Je donne très souvent en exemple le cas suivant que j'ai traité il y a une quinzaine d'années, hein, où une jeune femme était venue me voir pour une phobie de l'avion, apparue 4 ans avant. Donc dans l'année qui précède, on cherche s'il y a un événement déclencheur. Il n'y avait rien en lien avec les avions. Dans son histoire de vie, disait-elle, il n'y avait rien, pas de trauma, pas d'abus, pas de violence. Mais dans l'année qui précède l'apparition du symptôme, comme ce n'était pas un déplacement de symptômes, il devait y avoir eu un événement, mais elle n'avait pas d'accès au souvenir. Donc quand j'ai commencé à travailler sur la phobie de l'avion elle-même, ça a évidemment fait sauter le vernis, et l'épisode qui se cachait derrière est remonté très rapidement. En gros, elle avait perdu un enfant, un bébé de 13 mois, à l'hôpital lors d'une opération, et suite à ça, son cerveau avait créé une amnésie, donc elle avait oublié qu'elle avait été maman, elle avait oublié la grossesse, les 13 mois de vie avec son bébé, et elle avait développé dans l'année qui a suivi cet accident où le chirurgien s'est planté et le bébé est décédé pendant l'opération. C'était tellement violent que le cerveau avait mis comme mécanisme de défense une amnésie, elle avait oublié la maternité, la grossesse, etc. Et avait développé dans l'année qui suivait une phobie de l'avion. Alors on se dit, mais c'est un peu étonnant, sauf que c'est toujours en lien avec des concepts de base. Soit le réseau de souvenirs va toujours chercher quelles sont les personnes communes, les situations communes. Si ce n'est pas en lien avec les personnes ou les situations, ce sera les cognitions, c'est-à-dire les croyances qu'on a développées à partir de l'épisode de vie. Et ça peut être éventuellement le fantasme que cela se soit passé différemment. Ici, c'était une cognition, une croyance. En gros, le cerveau avait interprété l'épisode où le bébé est décédé pendant une opération chirurgicale comme une situation où la mère n'avait pas le contrôle, et donc il a mis en place des mécanismes d'évitement des situations où cette maman n'avait pas le contrôle. Évidemment, dans un avion, c'est pas elle qui pilote, donc le cerveau a mis en place une phobie de l'avion pour éviter des situations où elle n'avait pas le contrôle. Ça aurait pu être la conduite sur autoroute, par exemple, ou la conduite de voiture, ou d'autres formes de phobie, mais ça s'est traduit sur l'avion dans son cas de figure. Le traitement était assez simple, c'est pas du tout sur la phobie qu'on a travaillé dans ce cas-là, on a travaillé sur l'origine traumatique, c'est-à-dire sur le deuil de l'enfant, on a effectué le deuil de l'enfant, et le deuil étant fait, il n'y avait plus besoin de contrôler, et donc la phobie est partie d'elle-même, elle s'est auto-détruite, puisqu'elle n'avait plus aucun sens, elle n'avait plus aucune raison d'être dans le système du patient. Il ne fallait plus éviter des situations où on n'avait plus le contrôle, puisqu'on avait pu faire la digestion du trauma. Donc c'est toujours rechercher l'épisode de vie à l'origine du problème qui n'est pas nécessairement en lien avec le thème du problème. Euh, voilà, donc pour surmonter une phobie des insectes par exemple, voici quelques étapes que vous pouvez suivre. Donc indépendamment de ce que j'ai déjà nommé, vous devrez évidemment tenir compte de toutes les postures, de tous les comportements de cet animal. Voilà, il vole, il rampe, il grince, il grimpe, il crie, bref, toutes les situations sont potentiellement des déclencheurs, donc on devra passer en revue l'ensemble des situations potentielles de façon à les nettoyer les unes après les autres, en tout cas quand il s'agit d'une phobie d'un animal. Donc, première chose à faire, c'est éduquer et sensibiliser. Donc, on va éduquer et sensibiliser, ça veut dire qu'on va apprendre autant que possible sur l'insecte en question, comprendre leur comportement, leur habitat, leur utilité dans l'écosystème, par exemple, parce que ça peut aider à démystifier la peur et réaliser que il n'y a pas de raison d'avoir peur de cet animal qui est plutôt quelque chose qui est, qui est intéressant pour nous ou pour la nature. Deux, par la TCC, par les thérapies cognitivo-comportementales par exemple, et par l'exposition, eh bien, on pourrait essayer d'identifier et modifier les pensées irrationnelles qui alimentent la peur de l'insecte en question. Pourquoi? Simplement parce que on va, en exposant progressivement, en nous exposant progressivement à cette peur dans un environnement contrôlé, on va pouvoir habituer le système à un certain type de stress pour pouvoir justement le désactiver. À l'heure actuelle, avec les outils de thérapie psychocorporelle, on va travailler aussi sur le nerf vague, on va utiliser notamment une partie de la théorie polyvagale pour travailler sur le système vagal en lui-même. Et là, il y a plusieurs façons de faire. Par exemple, je pourrais crier, chanter, je pourrais bâiller, par exemple, je peux stimuler des points d'acupression ou créer
le shaking, c'est-à-dire le tremblement du corps, pour évacuer, pour comment dire, rééquilibrer le système nerveux autonome. Et là, il existe toute une série de techniques. Voilà, si ça vous intéresse, hein, je vous renvoie vers le site de l'ESPEC, hein, esppec.com, où toute une série de formations sont proposées pour pouvoir accompagner ce type de thématique. Troisièmement, l'exposition progressive. Donc l'exposition progressive, c'est une théorie qui consiste à nous confronter progressivement à cette peur ou à l'objet phobique, en commençant par des situations moins anxiogènes, c'est-à-dire beaucoup plus légères, et en progressant graduellement vers des situations un peu plus stressantes originellement pour le système, et en désactivant, en déconditionnant ces peurs. Si j'adjoins à l'exposition le tapping, j'active en plus le système parasympathique et je travaille sur le système vagal lui-même. Ça peut permettre de faciliter la désensibilisation et le retraitement de l'information. Donc ça peut nous aider à désensibiliser la réaction à la peur notamment. Et la réaction à la peur, hein, je le rappelle, c'est toujours un même mécanisme, c'est j'attaque, je fuis ou je me tétanise, hein, je fais le mort. Quatrièmement, on peut aussi travailler sur toutes les techniques de relaxation euh, et, et les techniques de gestion du stress, par exemple la respiration profonde, la cohérence cardiaque, la méditation de pleine conscience, la visualisation, et ça peut nous aider effectivement à réduire l'anxiété face aux insectes. Et si je combine cela avec du tapping par exemple, ou l'intention de compassion à l'expire, le shaking, le tremblement corporel, ça peut aider tout mon système à se détendre. Et effectivement, on aide le corps à vider le stress, et donc ça va casser les conditionnements. Donc c'est vrai qu'une grosse partie du travail sur les phobies va consister à un travail de déconditionnement. On peut utiliser des techniques plus classiques, plus psychocorporelles, comme notamment le tapping, le shaking, mais on peut aussi utiliser des techniques d'hypnose, par exemple, qui fonctionnent relativement bien sur les phobies. Et à nouveau, si je combine les différentes techniques, ça peut me permettre d'avoir encore de meilleurs résultats et plus rapides dans le système. Euh, Évidemment, il y a aussi la médication, hein, donc ne pas perdre de vue la médication, que ce soit par des plantes, phytothérapie, etc., ou une médication un peu plus importante. Je renvoie toujours vers un médecin pour vérifier l'intensité des peurs, des angoisses, parce que derrière, il peut y avoir d'autres types de blessures, par exemple, il peut y avoir eu d'autres types de traumas, comme l'exemple dont je parlais avec le bébé décédé pendant une opération et la maman qui a créé une amnésie puis une phobie de l'avion. Mais ça peut être aussi en lien avec des épisodes traumatiques différents. Et le système a besoin, ou des blessures d'attachement aussi par exemple, qui vont démontrer un manque d'estime de soi, de confiance en soi, et donc d'affirmation de soi. Donc ces blessures de base peuvent évidemment hypersensibiliser aux phobies. Par exemple aussi, certains réflexes archaïques de sécurité, hein, s'ils ne sont pas intégrés, vont eux-mêmes aussi provoquer une plus grande sensibilité au sens, et donc on va surréagir à un environnement qui va être considéré comme dangereux par le système. Donc dans les réflexes archaïques, par exemple, je rappelle, il y a le réflexe de Moro, il y a le réflexe de paralysie par la peur, il y a le réflexe de protection, qui sont des réflexes de base de sécurité. La protection, par exemple, juste pour donner celui-là, on va repérer des personnes qui ont les épaules rentrées, qui ont une démarche un peu raide, des genoux assez verrouillés. C'est en général le signe que la personne est en protection. Et donc, ça veut dire que si ce réflexe n'est pas intégré, il rend la personne plus sensible à l'environnement, au stress, et plus difficile la régulation du stress. Euh, voilà, donc dans certains cas, un professionnel de la santé mentale peut recommander des médicaments pour traiter certains symptômes, d'anxiété associée à la phobie des insectes par exemple. Cependant, la médication est généralement utilisée en complément d'autres formes de traitement. La médication en elle-même seule ne permettra pas d'éliminer la phobie, elle va en atténuer les conséquences ou les ressentis, mais elle ne traite pas le problème de fond, en tout cas pas à l'heure actuelle. Euh, je vais vous donner un petit exemple, par exemple, de protocole de lutte contre une phobie des insectes, hein, donc en TCC. Bien, par exemple, on va faire une évaluation initiale, c'est-à-dire que en tant que thérapeute, on va effectuer une évaluation approfondie de la phobie des insectes en identifiant tous les déclencheurs. Donc, la forme, la taille, le mouvement, les sons, les odeurs, etc., le toucher. Donc,
toutes les pensées irrationnelles associées, toutes les réactions physiques et émotionnelles qu'on peut repérer, on va chercher à identifier des moments précis, et chacun de ces moments, on va prendre du temps pour le désactiver, que ce soit en tapping par exemple, ou en d'autres types d'exercices. Euh, on peut aussi travailler sur l'éducation et la sensibilisation. Donc on va essayer d'éduquer le patient sur les insectes en question, donc sur leur fonction, leur utilité, leur comportement habituel, en fournissant des informations factuelles sur les comportements, leur habitat, leur utilité dans l'écosystème, parce que ça peut à nouveau donner du grain à moudre, donner des explications, et ça peut donner l'impression au cerveau rationnel de mieux maîtriser le fonctionnement de l'animal en question, et donc du coup ça peut générer une certaine réassurance dans le système. Si je combine cela avec du tapping, toujours le bord des doigts, comme on ferait en EFT clinique ou en RIMAP, eh bien je vais évidemment aider mon corps à se détendre, et donc ça va renforcer le travail sur les aspects un peu plus mentaux, de contrôle notamment. Donc ça va viser à démystifier la peur et à corriger les croyances irrationnelles. Dans la hiérarchie d'exposition aussi, on va essayer de travailler sur cette hiérarchie. En gros, ça veut dire que le patient et le thérapeute vont élaborer ensemble une hiérarchie des situations liées aux insectes, dans l'exemple choisi, classée par ordre décroissant d'anxiété. Et ça peut aller de regarder simplement les images d'insectes à manipuler un insecte en direct. Donc on va essayer d'aider la personne à établir une échelle de travail, et on va travailler, on va désensibiliser chacune des étapes de cette échelle, chaque barreau de l'échelle, on va le travailler un par un, ou les uns après les autres, de façon vraiment à préparer la personne à se sentir plus détendue. Il existe par exemple une technique qui s'appelle la technique du film, qu'on va utiliser en tapping, qu'on peut retrouver parfois en PNL ou en hypnose, où on va demander à la personne de s'imaginer partir de chez lui, par exemple, donc c'est la situation de base, et puis s'habiller, etc. Et on va laisser dérouler le film jusqu'au moment où il croise un stress. On fait arrêt sur image dans le film. On va désensibiliser par le tapping, la respiration, le shaking, d'autres techniques. Quand c'est désensibilisé, on revient à l'image de départ et puis on recommence le même cheminement jusqu'au blocage suivant. On fait arrêt sur image au blocage suivant. On désensibilise ce qui est apparu, les sensations, les émotions, les cognitions, l'image, la scène, les souvenirs. On désensibilise et on revient au tout début du film et on continue comme ça, comme des allers-retours. C'est une forme de pendulation indirecte jusqu'au moment où le film peut s'achever, où la personne se voit calme, souriante, heureuse, manipulant éventuellement l'objet anciennement phobique. Normalement, si on fait ce travail, ça va vraiment désactiver tout ce qui est associé à ces peurs. Euh, on va aussi, à travers l'exposition progressive, ou après, on va essayer de travailler sur les techniques de relaxation en elles-mêmes. Et donc les techniques de relaxation, on va enseigner des techniques de relaxation telles que la respiration profonde, la cohérence cardiaque. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que la cohérence cardiaque, c'est inspirer en 5 secondes, expirer en 5 secondes, et maintenir ce chiffre de 5-5, idéalement. En tout cas, c'est sur celui-là que les recherches ont été faites sur les intérêts, les bénéfices de la cohérence cardiaque en quelques semaines, si on le fait 3 fois 4-5 minutes par jour pendant un mois, eh bien on peut observer une baisse de 30 à 50% des angoisses de fond. Donc ça va générer une façon de respirer qui va déclencher une réponse de relaxation, donc une augmentation de dopamine dans notre système, et par voie de conséquence d'endorphine, etc. Donc on va pouvoir mieux gérer le stress, l'environnement, et ne pas basculer en mode justement j'attaque, je fuis, je fais le mort ou je panique avec l'objet phobique. On peut travailler également sur de la méditation, des visualisations. Les visualisations, on peut vraiment se visualiser comme si on refaisait une forme de technique de film, en train de manipuler l'objet phobique ou simplement le regarder, s'en rapprocher, le toucher, le prendre en main, etc. Donc on va construire une visualisation et on va passer son temps à désensibiliser tout ce qu'il pourrait apparaître comme stress, comme montée, comme tension en lien avec l'objet phobique, de façon à vraiment désactiver complètement
le travail. Il y a quelques mois, dans l'école IPRA à Bruxelles, donc qui est une école de formation de la psychothérapie à Bruxelles, je rappelle qu'il existe aussi la même formation au Maroc auprès de l'ESPPEC. Eh bien, une personne était phobique des araignées. Dans la pièce où on était, il y avait une araignée. Et donc, je l'ai mise en shaking avec tapping, etc. Et comme il y avait une araignée juste au plafond, mais juste au-dessus d'elle, on a pu faire une désensibilisation vraiment sur place. Et avant, rien que voir l'animal, elle sortait de la pièce en courant. Le fait d'avoir préparé le terrain par des autobercements qui travaillent sur un réflexe de paralysie, puis le shaking qui travaille sur le système vagal en direct, la personne a pu ouvrir les yeux, observer cette araignée qui était au plafond et se désensibiliser complètement de cet animal. Après, je lui ai demandé de visualiser l'animal qui descendait de sa toile, qui descendait du fil, qui bougeait, qui sautait, etc. Les plus petites, les plus grosses, les plus poilues, les moins velues, enfin bref, toutes les tailles que vous pouvez imaginer, de façon à désactiver toutes les représentations que son cerveau avait pu se faire de cet animal phobique. Et effectivement, voilà, la désensibilisation avait été faite, ce qui fait que le lendemain, quand elle est venue au cours, elle n'a même pas pensé à regarder si elle était encore là, alors que précédemment, elle regardait systématiquement dans tous les coins, plafonds, les murs, hein, s'il y avait un petit cadeau de cet ordre-là. Euh, on va donc renforcer également le positif. Renforcer le positif, ça veut dire qu'on va encourager, féliciter le patient pour ses progrès. On va le remercier, on va l'inviter à remercier dans son système à lui ce qu'on appelle les parts en ego states, hein, donc dans les états du moi. On va inviter le patient à se remercier, à remercier les parts de lui qui ont pu travailler sur les symptômes, la peur, les angoisses, etc., de façon à se libérer de ces schémas, de ses croyances, de ses sensations, de ses émotions. Donc, en faisant cela, eh bien, on va renforcer les comportements adaptatifs et la résilience face à la peur des insectes va pouvoir évidemment être renforcée elle-même et la désensibilisation va continuer à œuvrer jusqu'au moment où il n'y a plus la moindre sensibilité à l'objet anciennement phobique. Euh, il est toujours conseillé aussi de faire une sorte de suivi ou une sorte de maintenance une fois que le patient a progressé dans son traitement, c'est-à-dire que le thérapeute assure un suivi régulier pour s'assurer que les progrès sont maintenus à long terme et pour intervenir en cas de rechute. Donc ça veut dire que en fonction des techniques utilisées, si le patient arrive à s'occuper de lui un petit peu tous les jours, on sait que la chose sera relativement stable. Si on voit que le patient a du mal à s'occuper de lui, hein, c'est ce qu'on appelle un manque d'accès au self. Le self, c'est vraiment l'espace de base qu'un enfant est censé découvrir lorsqu'il se sait aimer, qu'il est aimé ni trop ni trop peu, qu'il est rassuré dans son système, eh bien la personne va développer une autonomie de gestion des outils et donc effectivement il va pouvoir s'indépendantiser du thérapeute et travailler sur lui-même de façon plus efficace. Donc ça veut dire que parfois, dans les semaines qui suivent, 15 jours, puis un mois, puis 2 mois, puis 4 mois par exemple, on peut refixer 3-4 points de rencontre juste pour vérifier que le système est toujours bien à zéro. Si le patient continue à faire les exercices régulièrement, ça sera le cas. S'il ne le fait pas, parfois, ça pourrait se déplacer vers un autre symptôme qui pourrait être un aspect du problème originel. Hein, exemple, phobie de l'avion qui venait d'un deuil d'un enfant. Ben, si je n'ai pas travaillé sur le point de départ de la phobie, c'est-à-dire sur l'épisode traumatique lui-même, qui a déclenché une réponse de protection par une phobie de l'avion, eh bien évidemment le système reste fragile et va juste déplacer le symptôme vers un nouveau. Si je nettoie la phobie, hein, ça va se déplacer sur un autre comportement ou une autre phobie, ou ça va revenir peu à peu. Donc ça nécessite toujours, quand on fait une enquête sur une phobie, toujours de rechercher quand c'est apparu et dans l'année qui précède, est-ce qu'il y a eu des déplacements de symptômes ou un épisode de vie particulier qui pourrait expliquer donc cette peur irrationnelle. Voilà, donc ce protocole de lutte contre une phobie des insectes, c'est personnalisé évidemment à chaque fois en fonction des personnes qui sont en face de nous. Et on va... alors, voilà, ok, c'est coupé. Donc voilà, et donc on va chercher à aider le patient à nettoyer chacun des aspects, chaque palette, entre guillemets, toute la palette
des émotions, des peurs, des situations qui pourraient déclencher la peur. Donc la phobie, c'est donc ce qu'on appelle un deuxième niveau de dissociation. Le premier étant la souffrance portée par la blessure, déclenchée par la blessure. Donc c'est angoisse, anxiété, peur, tristesse principalement. Et deuxième niveau de dissociation, c'est ce qu'on appelle les pompiers en ego state. Donc c'est TOC, rumination mentale, addiction, phobie, comportement excessif. Donc on va toujours vérifier si la phobie est en lien avec d'autres épisodes de vie ou si vraiment il est en lien avec l'objet phobique lui-même. Très souvent, vous verrez que ce n'est pas nécessairement le cas. Derrière l'objet phobique se cachent d'autres angoisses qui se sont traduites par une phobie de l'objet en question, mais qui n'a parfois rien à voir avec l'objet en question. La femme dont je vous parlais tout à l'heure avait une phobie de l'avion alors qu'elle n'a jamais rien connu de difficile dans cet avion. Hein, c'était le deuil d'un enfant, la perte d'un enfant, qui a déclenché la croyance que de ne pas avoir le contrôle, c'est dangereux, et qui du coup a déclenché une phobie de l'avion pour éviter les situations où elle n'avait pas le contrôle. Quand on a effectué le deuil de l'enfant, ben, la phobie de l'avion est partie toute seule et elle a pu reprendre l'avion en se sentant tout à fait à l'aise. Voilà, les choses étaient digérées, entre guillemets, et régulées. Voilà pour le type de technique. Dans les techniques de tapping, par exemple, on va déclencher une réponse de tapping. Je rappelle que pour les formations, je vous renvoie au site SPEC, hein, ESPPEC. Bien, on peut par exemple tapoter à partir du point karaté, comme en EFT. Hein. EFT, c'est Emotional Freedom Techniques, au pluriel, c'est QUES. Et en EFT clinique, on va même aller plus loin, puisqu'on va vraiment rechercher quelle pièce du puzzle nous devrons travailler en premier pour faciliter la digestion de l'épisode, ou de la phobie en l'occurrence, de façon à ce que ça soit le plus efficace. Mais on va toujours démarrer sur un point karaté. Je vous invite d'ailleurs à tapoter pendant cet exposé. Vous pouvez tapoter sur le point karaté ou le bord de doigt, hein, toujours là où l'ongle touche, le bord du pouce touche le bord de l'ongle sur le côté, et le pouce vient naturellement du bon côté des doigts. Et simplement, vous stimulez, vous massez, et vous changez de doigt régulièrement. Voilà, pas trop vite dans l'objectif d'une stabilisation. Si c'est l'objectif d'un nettoyage, alors à ce moment-là, on peut accélérer, on peut jouer sur la vitesse. Hein, je rappelle que le tapping va casser le conditionnement puisque la stimulation de points d'acupression va activer le système parasympathique, là où notre mémoire traumatique active le système sympathique. C'est vraiment l'image que quand vous pensez au trauma, vous appuyez sur l'accélérateur, et quand vous faites les points d'acupression, vous appuyez sur un frein. Même si la voiture ne s'arrête pas instantanément, ça va générer en tout cas un ralentissement parce que le moteur va peut-être hurler, mais le fait d'appuyer sur les freins va ralentir et va finir par arrêter la machine. C'est très efficace, hein. J'ai déjà récupéré des patients schizophrènes qui démarraient une crise uniquement par le tapping et la reconnaissance de ce qu'il se passait à l'intérieur de la tête du patient, à savoir les parts qui se sentaient inquiètes parce qu'elles ne me connaissaient pas encore à l'époque suffisamment, et donc les petites voix disaient un danger, tu l'as, fouille, etc. Donc il y avait des pensées très très violentes, mais le fait de stimuler les points a vraiment permis de calmer, et la personne a senti vraiment une très grande détente à l'intérieur et n'a pas basculé en mode je décompense et je passe en crise psychotique. La personne est restée stable. Certains des points qu'on va utiliser sont des points sur lesquels on va... il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, il faut le couper. Je crois que c'est Araki, je pense. Peut-être penser à le couper. Voilà. Et donc ça permet vraiment de donner des instructions au niveau de l'inconscient, au niveau du corps de détente. Et si le corps se détend, ben, l'esprit va suivre simplement parce que la tête réalise qu'il n'y a pas de danger. À partir du moment où le corps se détend, c'est qu'il n'y a pas un réel danger. Donc toutes les techniques un peu vagales vont donc nous intéresser. Comme je le nommais tout à l'heure, le tapping, la respiration, le bâillement par exemple, le rire. Donc il y a des choses qui vont vraiment amener de la détente, qui vont déclencher des réponses de dopamine par exemple, ou d'endorphine, qui vont permettre vraiment de dire au corps et de déclencher au sein même du corps une relaxation, et ça va faciliter évidemment le travail de désensibilisation. Je rappelle que vous pouvez poser des questions soit à voix haute, soit dans le chat, vous pouvez écrire vos questions. Voilà, donc ça veut dire qu'au niveau des phobies, ce qu'il faut bien comprendre, c'est repérer à quel moment ça a apparu,
Que s'est-il passé dans l'année qui a précédé? Est-ce qu'il y a eu un déplacement de symptômes ou un épisode de vie plus compliqué? Dans les déplacements de symptômes, ça peut être d'autres TOC, d'autres ruminations mentales, d'autres phobies, d'autres comportements excessifs ou d'autres formes d'addiction qui pourraient avoir soulagé le système temporairement avant que de redéclencher évidemment un stress quelconque. Donc voilà pour le système, et quand on simule les points d'acupression, eh bien c'est une des voies, comme la respiration compassionnelle, comme les techniques de shaking, qui peut permettre justement d'éviter tout ça. Alors je vais essayer de vous montrer juste un petit extrait de shaking pour ceux qui ne connaissent pas. Attendez, il faut que j'aille chercher le lien. C'est pas ça. Voilà. Voilà. Ok, et attendez, je vais essayer d'aller chercher ça directement. Donc, je ne vais pas tout montrer parce que il y en a pour 1 heure, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc en gros, dans l'idée du shaking, on va chercher à redéclencher un tremblement qui est le même tremblement que celui du déchargement du système nerveux autonome. Donc je vais partager l'écran un tout petit peu. Comme ça, vous pourrez le voir. Voilà, c'est ici. Partager. Voilà, je vais le mettre en grand. Comme ça, vous l'aurez un peu plus grand. Voilà, donc ici, par exemple, bon, il y a déjà eu des exercices préalables pour fatiguer la chaîne musculaire, et on va chercher à redéclencher le tremblement comme après un choc émotionnel où on voit quelqu'un qui tremble de stress. En gros, c'est simplement le système nerveux autonome qui cherche à éliminer les excédents de cortisol, d'adrénaline, de noradrénaline par le tremblement musculaire. Ici, on va un petit peu tricher avec le corps parce qu'on va aider le corps à déclencher un tremblement musculaire par la fatigue musculaire. Donc on fait toute une série d'exercices, un peu de gym, et puis on met la personne au sol. L'un contre l'autre, Voilà. plante des pieds, Et plante on des pieds. l'invite. Voilà. Et là, les bras le long du corps, c'est mieux. On lève le bassin. Voilà, donc on va lever le bassin pour On tient le plus fatiguer. longtemps possible sans se faire mal. Là, on va chercher la fatigue musculaire. Ça veut dire que parfois, je vais passer déjà des audios que j'utilisais des MP3 sur la thématique que je veux travailler, hein, blessure d'abandon par exemple. Déjà, Ici, par exemple, on peut mettre la personne en tremblement et inviter à penser à l'objet phobique en démarrant par une image et puis en allant un peu plus en crescendo en fonction de l'histoire de la personne. pendant les exercices de fatigue, pour voir déjà comment la personne réagit et pour occuper un peu les parties mentales. Je pourrais déjà aussi inviter les parts mentales à se mettre en cohérence cardiaque avec l'intention de compassion à l'expire pour occuper à nouveau les parties mentales. Donc l'intérêt, c'est que en faisant comme ça, par exemple, on va occuper les parties analytiques qui cherchent à comprendre, à tout contrôler. On les occupe, mais d'un autre côté, on provoque une décharge du système nerveux autonome et on travaille sur le système vagal en direct. Et donc ça permet évidemment de dissoudre complètement toutes les tensions, tout le stress qui est en lien et qui est déjà enregistré dans le corps, en branchant sur le réseau de souvenirs de type phobique, par exemple. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, et poser cette intention, je rappelle c'est une intention, c'est pas une action, hein, d'envoyer de la compassion au système. Hein. On voit déjà ici, ça tremble bien. Donc là, on tient le plus longtemps possible sans faire mal. Après, on posera les fessiers au sol, on maintient bien l'ouverture entre les genoux pour continuer à fatiguer la chaîne musculaire. Et ici, hein, si vous observez, on voit que ça commence à trembler de fatigue, hein, donc ce qui est normal. surtout habituer le muscle à cette ouverture-là, il y a cette tension-là, parce que le but, c'est que comme il sera de plus en plus fatigué, il va continuer à trembler, et à un moment donné, quand on va inviter à refermer un peu plus les genoux, éventuellement on remettra les pieds à plat l'un contre l'autre toujours, le fait de changer l'angle de tension fait que le mouvement de tremblement va augmenter instantanément. D'accord? Et c'est ce qu'on cherche. Plus c'est spontané, mieux c'est. Voilà. Et donc là, ici, vous voyez, hein, donc le corps commence bien à Donc, trembler. super, Angélique. Si tu sens que tu es chaud boulette, tu peux déposer les fessiers au Je vais aller un sol. peu plus loin. Demander à Angélique euh, de préparer la phase suivante. Est-ce qu'il y a un morceau de musique ou un groupe que tu adores, un truc qui te donnerait vraiment envie de danser Je pense que j'ai le titre en tête, mais pas l'artiste. Ok. Bon, on va juste laisser faire ça. Je vais aller un petit peu plus loin. Je voudrais juste vous montrer un peu vers la fin ce qui se passe. Donc, bon, ça c'est trop loin.
Voilà. J'ai fait de mon mieux, ça ne m'appartient pas, donc, etc. Tu vois, des affirmations positives idéalement. On peut utiliser ce morceau de musique. En gros, ce qui se passe, c'est que, voilà, je vais arrêter le partage, ce sera plus facile comme ça. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en travaillant de cette manière, on va amener la focalisation sur plusieurs éléments. Donc, ça s'appelle Bifocal Multisensory Activation. Donc, ça fait partie des TCC troisième vague. On va focaliser sur plusieurs portes d'entrée du réseau de souvenirs, et ici, en l'occurrence, de l'objet phobique. On va utiliser éventuellement même de la musique pour brancher sur un réseau positif, en l'occurrence, et on va désensibiliser par le tremblement musculaire qui déclenche le déchargement du système nerveux autonome et donc qui régule à nouveau ce système nerveux autonome en régulant les niveaux de stress. En gros, l'avantage, c'est que c'est un peu comme des pièces de Lego, hein. On peut faire une pièce, un montage un peu plus complexe à partir du moment où on utilise plusieurs outils en même temps. Donc on peut utiliser le tremblement, le tapping, la cohérence, donc la respiration, l'intention de compassion à l'expire, également la musique, qui est une autre technique qui s'appelle la technique flash, qui est enseignée aussi au niveau de l'ESPPEC. Ils sont des outils assez fascinants de désensibilisation des traumas, et en l'occurrence aussi des phobies ici, qui est un système de défense. Et donc on va pouvoir désactiver tout ce réseau peu à peu. Par exemple, avec certaines techniques de tapping, il m'est déjà arrivé de calmer. Vous trouvez cette vidéo sur Internet si vous tapez mon nom avec institution handicap mental. Donc j'interviens dans une institution qui a accueilli un nouveau résident depuis 3 semaines, qui est diagnostiqué retard mental et maladie mentale, en l'occurrence schizophrénie, et qui entend des voix en permanence et qui commence à stresser très très fortement le personnel. Et vous allez voir en 6 minutes, 7 minutes sur cette vidéo, je calme la personne simplement en stimulant des points d'acupression, en le laissant faire la stimulation en partie par lui-même pour essayer de l'autonomiser, et tout le système se dépose. Quand on travaille sur une phobie, eh bien on va travailler avec le même type de technique, mais on va représenter l'objet phobique, soit des images réelles en fonction des comportements, ici animaliers, insectes, qu'on voudrait désactiver, mais on peut aussi au début représenter l'objet phobique par un objet, par un symbole, par une image, ce qui va nous permettre d'aller travailler sur ce qui se cache derrière l'objet lui-même. L'inconscient, lui, va faire les liens, là où le conscient n'a pas nécessairement accès au réseau de souvenirs. Donc, alors, est-ce que c'est bénéfique pour la phobie sociale? Ben oui, bien sûr. Donc, en gros, on peut utiliser toutes ces techniques pour toutes les formes de phobie. En gros, phobie, addiction, comportement excessif, TOC, rumination mentale, ce sont des mécanismes de défense. Et avec ce type de technique, on peut désactiver le mécanisme de défense parce qu'on va aller neutraliser l'origine du mécanisme de défense. Donc ce n'est pas le mécanisme lui-même qu'on va bosser en premier, on va chercher l'origine du mécanisme, et quand on nettoie l'origine, le mécanisme lui-même se dissout. On n'a pas besoin de travailler, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure avec la perte du bébé lors d'une chirurgie, et la personne était venue pour une phobie de l'avion, c'était le deuil du bébé qui avait déclenché la phobie de l'avion. Eh bien on a effectué le deuil de l'enfant et la phobie a elle-même disparu, simplement parce qu'elle n'avait plus de raison d'être dans le système. Donc oui, on peut travailler sur les phobies sociales et toute autre forme de phobie, simplement on va rechercher les éléments. Dans la phobie sociale, il y a souvent des éléments de blessures d'attachement et de certains réflexes archaïques de sécurité qui ne sont pas intégrés. Bon, dans la vidéo dont j'ai montré un léger extrait, il y a des techniques qu'on montre ou qu'on travaille effectivement dans les formations. Mais oui, c'est assez efficace pour les phobies sociales. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi, tout doucement, j'arrive à la fin donc, la présentation. Donc, si vous voulez intervenir, c'est le moment. Comme ça, je peux essayer de vous guider un peu plus. Mais en tout cas, au niveau de la phobie, puisqu'il y a déjà d'autres conférences qui existent, je rappelle que certaines thématiques ont déjà été abordées. Vous avez accès aux conférences passées sur le site de l'ESPEC, hein, donc c'est www.esppec.com. Je vais le mettre dans le chat, comme ça vous retrouvez. Vous avez aussi les dates, je pense, des formations. Il y a une formation à distance qui va être proposée, je pense, fin du mois. Elle aura lieu le soir, certains soirs notamment, sur l'attachement systémique pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc je vous ai mis le site, et là il y a des conférences, il y a donc des replays, et donc dans certains replays vous avez les bases
une partie de ce que j'explique ce soir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas spécialement? Non, pas de questions? Ah, merci pour votre réponse. Est-ce que vous faites des formations présentielles? Oui, donc toujours sur le site ESPEC, il faut demander à Nawal. Je viens à peu près tous les 2 mois. Euh, Ici, je devais venir fin juillet, mais ça ne se fera pas, ça sera en distanciel. En présentiel, je pense que c'est en septembre. Il y a des dates qui ont déjà été bloquées. Vous trouvez tout sur le site de l'ESPEC. Voilà. Et lorsque je viens, je fais aussi des consultations privées pour ceux qui en ont le besoin ou l'envie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dernière fois? Oui, bon. Vous Oui? m'entendez? Oui, 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 vas-y, vas-y, je t'écoute. parce que mon micro se désactive automatiquement. Je ne sais pas si c'est un problème qui vient de... Bon, en tout cas, je vous remercie pour la conférence déjà. Oui, Je vous merci. remercie pour tous ces éléments que vous avez apportés. Et je conçois bien que la conférence n'est pas un lieu de cours, c'est-à-dire qu'il ne faut pas poser trop de questions, sauf que j'en ai quelques-uns. J'espère que vous Non, aurez non, eu il le n'y a temps pas de de... souci, vas-y, vas-y, vas-y. Donc déjà, j'ai une petite question par rapport à la phobie des insectes. Je Oui. ne sais pas si c'est le même mécanisme par rapport aux autres phobies, parce que en général, la phobie des insectes, elle s'installe très très tôt c'est-à-dire dans la vie de la personne, recherchée dans l'année qui précède. C'est un peu, je trouve que c'est un peu, ça va pas nous ramener vers l'origine de la phobie. Je ne sais pas si j'ai raison. Si la phobie est apparue quand l'enfant avait 3 ans, ben on regarde si entre 2 et 3 ans, il y a un épisode qui aurait pu être généré, qui aurait déclenché cette phobie, hein. C'est toujours en fonction de l'âge où ça apparaît. Deuxièmement, Ouais. comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut aussi être des transferts transgénérationnels. Si dans la famille, il y avait déjà des sensibilités, etc. Parfois, ça peut expliquer pourquoi on peut avoir une phobie des serpents alors qu'on n'a jamais croisé un serpent de sa vie. Ça vient vraiment du transgénérationnel. On a un ancêtre qui a probablement réchappé à un serpent et qui donc le transmet. Alors, les phobies animalières, donc la particularité par rapport aux autres phobies, c'est pas que ça soit plus ancien ou pas, ça dépend vraiment de l'histoire de vie de la personne ou des aspects transgénérationnels, c'est que pour un animal, l'animal bouge. Donc, ça veut dire qu'on doit prendre en compte tous les comportements de l'animal en tant que tel, ou de l'insecte en l'occurrence, de l'être vivant, parce que tout ça peut être un déclencheur de stress, et donc on va devoir travailler sur tous les aspects les uns après les autres, sauf si, comme je l'expliquais tout à l'heure, la phobie vient d'un autre épisode et qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est pas l'objet lui-même qui est l'origine de la phobie, c'est par exemple la croyance, donc la cognition que j'ai développée à partir d'un épisode de vie. Hein, c'est ce que j'expliquais avec le bébé. La perte du bébé a déclenché la croyance que quand je n'ai pas le contrôle, c'est un danger. Et du coup, au lieu du deuil de l'enfant, c'est une phobie de l'avion qui est apparue dans l'année qui a suivi pour éviter les situations où je n'ai pas le contrôle. D'accord? Donc on D'accord. a fait... Justement concernant cette dame, je me suis posé la question, est-ce que c'était juste par rapport à l'avion ou par rapport à tous les moyens de transport qu'elle ne Non, pouvait pas conduire elle-même? non, c'était l'avion, c'était juste l'avion. Ça aurait pu Parce se que là, traduire, ça aurait pu. prendre, prendre aussi le bus, elle n'aurait pas le contrôle du bus non plus. Donc la phobie ne s'est pas focalisée sur tous les objets qui peuvent déclencher la croyance. Ça peut être un seul objet, en l'occurrence ici c'était l'avion. D'accord, d'accord. Donc, et pour vous, selon vous, quelle est la meilleure méthode par rapport justement à la phobie des insectes? Est-ce qu'il y a une meilleure méthode ou alors c'est à la tête du patient? Ben, Du... alors, toutes les techniques, donc si on fait de l'exposition pure, personnellement je suis pas un grand fanat parce que ça prend beaucoup de temps et les résultats ne sont pas toujours assez efficaces. On peut Justement, essayer, d'autant plus que c'est irrationnel, c'est-à-dire que le j'aimerais, fait de s'il l'exposer, vous c'est... plaît, j'aimerais au moins terminer mes phrases, ce serait gentil. Donc, parce que sinon, je ne peux pas vous expliquer. Donc, 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 par exemple, J'apporte. des techniques comme l'hypnose sont des techniques qui peuvent être intéressantes en application pour essayer de se couper d'une phobie, mais ça ne va pas nécessairement résoudre l'origine du point phobique. Donc on peut déplacer l'histoire, on peut transformer l'histoire, mais parfois, si l'histoire n'est pas l'objet phobique lui-même, mais d'autres traumas, eh bien on n'a pas résolu le problème, on va juste déplacer le symptôme. Le symptôme va se reproduire, mais différemment. Donc ça va devenir peut-être une autre phobie, une autre forme d'addiction, TOC, rumination mentale, comportement excessif. Hein, ce sont des vases communicants. Donc il faut bien comprendre que
il faut faire la différence entre une phobie en lien avec un objet précis qui est en lien avec une histoire réelle qui s'est produite avec l'objet phobique ou transgénérationnelle, et une phobie qui s'est déclenchée en réponse à une autre forme de trauma, et donc qui s'est traduite par une cognition, une croyance, et donc cette croyance s'est transformée après en une phobie X, Y ou Z, mais qui n'a rien à voir avec l'objet de la phobie lui-même. La personne à la base n'avait pas peur de l'avion, cette phobie est apparue parce que c'était une peur de ne pas avoir le contrôle, d'accord? Oui. Donc ça c'est vraiment très important de différencier les différents stades, ok? Oui, oui, j'ai Oui, parfaitement compris votre exposition. Non, non, j'ai parfaitement bon, compris. ok, donc, Ma question est par rapport à ce que vous avez parlé. Justement, pour ce qui est du travail de la personne, du fait de faire des exercices et tout ça, je le conçois par rapport aux autres phobies, mais par rapport à la phobie des insectes, justement, c'est irrationnel et c'est quelque chose qui ne contrôle pas. non, Peut-être que l'avion, elle va contrôler le fait de ne pas prendre l'avion, ou alors les phobies sociales d'éviter d'être dans non, des non, lieux où il y a du monde. ça n'a rien à voir. Donc en gros, la désactivation peut se faire en fonction des techniques utilisées et des techniques. Les techniques dont j'ai parlé, donc ce qu'on appelle les bifocal multisensory activation, vont travailler sur le système vagal, vont travailler sur le système de défense et vont casser les conditionnements et retraiter l'information. Donc en gros, même une phobie de l'insecte peut être traitée. Moi, j'avais une phobie des guêpes, j'ai plus de phobie des guêpes depuis très très longtemps. Euh, Elle, je l'ai traitée en hypnose, je pense, avec du tapping et aussi une stimulation bilatérale visuelle, etc. C'est des choses qui ont été éliminées, et donc même si c'est pas rationnel, ça n'a strictement aucune importance. Hein, je rappelle que l'irrationalité, ça veut simplement dire que le système vagal surréagit à la situation en imaginant qu'on est vraiment dans une situation de danger de vie et de mort. C'est pour ça qu'il y a une crise de panique. Donc on peut à la fois éduquer le système nerveux autonome à mieux répondre au stress pour éviter de basculer tout de suite en mode survie. Il y a donc des techniques qui servent à ça. Il y a des réflexes archaïques à aller visiter parce qu'il y a des réflexes de survie qui, s'ils ne sont pas intégrés, vont rendre la personne plus sensible. En gros, il y a plusieurs grilles de lecture et on doit travailler sur toutes les grilles de lecture en même temps, de façon à ramener la personne dans un état, on va dire, comment dire, le plus équilibré possible par rapport à ce qu'il aurait dû être dès le départ. Donc derrière tout ça, il peut encore y avoir d'autres blessures, comme les blessures d'attachement, qui peuvent à nouveau rendre plus sensible. Donc par exemple, les réflexes archaïques peuvent provoquer une hypersensibilité, par exemple, au toucher, aux odeurs, aux sons, etc. Et plein d'autres choses. Par exemple, si vous avez simplement les épaules rentrées, c'est un réflexe archaïque de protection. Si vous observez ça chez votre patient, ben vous savez qu'il faut travailler sur ce réflexe. Si vous ne le faites pas, la personne restera sensible au stress toute sa vie. Si vous sursautez dès qu'il y a un bruit, réflexe de Moreau par exemple, hein, c'est là où le bébé fait comme ça, s'il n'est pas intégré, ce sont des choses qui vont déclencher une hypersensibilité, une plus grande sensibilité, on doit les travailler. Donc quand on travaille sur les phobies, on doit prendre en compte les aspects corporels, émotionnels, psychocorporels, donc on doit prendre tous les cas de figure et on va travailler, on va éduquer le patient à utiliser certaines techniques, on va lui apprendre à le faire aussi par lui-même pour l'autonomiser, et nous en session, on va essayer d'aller casser ces fameux conditionnements et on va travailler effectivement sur les scènes, les situations, les événements. Donc la phobie d'un insecte, c'est pas plus compliqué qu'une autre phobie, c'est qu'on doit juste tenir compte du fait qu'un animal, ça bouge, ça vit, et donc ça veut dire qu'il y a plusieurs cas de figure qui peuvent déclencher la peur panique et la peur phobique. Alors je vois une question Je vous ici. remercie. Avec plaisir, je crâne. Pour l'anxiété de performance, qui sont les mécanismes sous-jacents qui maintiennent cette phobie, comment traiter les croyances et l'anticipation anxieuse dans ce type d'anxiété? Et donc ça, là ce que tu viens de décrire, c'est typiquement, donc c'est Leïla, Leïla c'est typiquement en lien avec les blessures d'attachement. Blessure d'attachement va faire que l'insécurité émotionnelle et affective dans les premières années, ou pendant le développement de l'enfant ou de l'ado, mais c'est en général, au plus tôt ça se produit, au plus fort ça sera, va empêcher la construction d'une bonne estime de soi, qui va amener une fragilité dans la confiance en soi, et qui va amener elle-même une fragilité dans l'affirmation de soi. Donc l'anxiété de performance, ça vient de ça notamment, c'est souvent des besoins de reconnaissance pour obtenir de l'attention, de la reconnaissance,
de l'affection, etc. Ou par peur d'être sanctionné si on n'est pas assez performant. Donc ça vient très très souvent avec l'attachement. Donc c'est l'attachement qu'on va aller travailler. Et là, je rappelle que dans les blessures d'attachement, il y a plusieurs cas de figure. On peut avoir un attachement anxieux, très fusionnel, détaché, évitant, très coupé, qui a du mal à repérer ses émotions, à prendre dans les bras par exemple. Un attachement désorganisé, qui est un faux calme qui va exploser parfois en colère sans qu'on sache très bien pourquoi il explose, alors que ce qui vient de se passer, c'était bénin, c'était vraiment rien, et pour un truc grave, il pourrait rester calme, et aussi l'attachement ambivalent qui va reprendre deux, voire trois de ces cas de figure, etc., avec l'évitement, etc. Donc, en gros, c'est la blessure d'attachement qu'il faut aller traiter par rapport à ça, et si on travaille sur ces blessures d'attachement, on va réparer l'estime, qui va elle-même réparer la confiance, et du coup, l'affirmation, on prend sa place en étant calme. Voilà. D'autres questions? Donc, tant que je suis chaud. Non? Plus de questions? Non? Je vous ai tué là? Tout le monde est mort? Non, hein? Ok. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Cette conférence sera remise en replay, évidemment, hein, vous aurez l'opportunité de la revoir si vous voulez. Voilà, donc je laisse un peu de temps pour voir s'il y a une dernière question qui apparaît. Si ce n'est pas le cas, ben, je vous remercie déjà de votre participation. Je rappelle que samedi, il y a une autre mini-conférence. Attendez, je vais essayer de retrouver le thème. Il faut que j'arrête la vidéo là d'abord. Il faut que je fasse comme ça, ce sera plus facile. Voilà. Alors, samedi. Ben, c'est la phobie sociale, justement. Donc, c'est de midi à 13h30, ou, ça dépend des questions, hein, donc de midi à 13h, 13h30, ce samedi 13. Voilà. Donc, on va un peu plus parler de la phobie sociale, en l'occurrence. Voilà. Pas d'autres questions depuis? Non, merci beaucoup aussi Léla, merci à tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée et puis profitez bien de cette soirée et on se retrouve samedi pour ceux qui veulent y assister. Merci beaucoup à vous, à bientôt. Shukran, au revoir.